Voilà, bonjour. Ici Yuma Mudra. C'est pour parler de l'île de Bi ou la béance des sens, mon premier roman. Voilà, donc La Voix qui danse est un livre que j'ai écrit avant, il y a très longtemps en fait, et qui a été retravaillé pendant plusieurs années et qui est une autobiographie. Maintenant, l'île de Bi est un conte initiatique qui est aussi le fruit d'un travail personnel profond depuis de nombreuses années et qui a été édité maintenant en octobre 2021 par les éditions Le Souffle d'Or. J'avais proposé à moi-même tous les, euh, tous les mercredis, en commençant par la nouvelle lune du 6 octobre, de prendre un extrait du roman au hasard. Ça dépend en fait du courage. Aujourd'hui, je l'ai pris au hasard et ça a marché. Et de parler de cet extrait qui a été pris au hasard. Et donc là, je vais me consacrer à cet exercice seul. Maintenant, dans le futur, j'espère le faire en compagnie d'autres personnes. Par exemple, Luc Biget, qui a écrit la préface, une belle préface. J'aimerais l'inviter. Et d'autres personnes que je connais, qui sont plus ou moins connues du public, certaines pas du tout et d'autres plus, de prendre donc cette aventure, d'associer un tirage au hasard du livre à une petite conversation qui ne devra pas être trop longue. Je voudrais aussi juste citer la possibilité, en plus de ça, d'éditer des vidéos qui seront mensuelles avec de la danse, et donc qui seront plus longues. Pour le moment, mes vidéos sont enregistrées en avance parce que je n'ai pas encore une maîtrise de la technologie pour faire du live. Mais bien sûr, j'invite les personnes qui aimeraient m'aider peut-être ou me donner un petit coup de pouce, un petit coup de pied, un petit coup de main pour faire des lives. Ben voilà, c'est bienvenu. En tout cas, pour le moment, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, on va commencer, puisque je me propose de faire ça assez court pour que ce soit facile. Et donc, petit à petit, à rentrer dans l'aventure de l'île de Bi, à rentrer dans cet univers qui est un univers dont la mise en scène, en fait, m'a un petit peu étonnée, puisque au départ, le sujet du roman n'était pas forcément un sujet par rapport au futur. Mais quand on pratique la première pensée, meilleure pensée, c'est-à-dire la possibilité de laisser surgir de sa propre conscience quelque chose auquel on ne s'attend pas vraiment, qui n'est pas forcément le fruit d'une émotion. D'ailleurs, quand c'est le fruit d'une émotion, ce n'est pas exactement une première pensée. Quand c'est une première pensée, c'est vraiment le fruit d'une présence tout à fait lucide, innocente quelque part. Pourquoi innocente? Pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas le sens des responsabilités, mais plutôt innocent dans le sens où il n'y a pas à l'intérieur de soi-même une motivation particulière de gagner quelque chose ou non plus la peur de perdre quelque chose, pour résumer. Hein. Voilà, donc cette première pensée m'a emmené à faire de cette aventure une île, et cette île est au Portugal. C'est le futur avec l'eau des océans qui a monté et qui a fait de la montagne la plus haute de Portugal, qui s'appelle la montagne de l'Étoile, une île. Et donc je ne savais pas à l'époque que la montagne de l'Étoile, en fait, était en référence à l'étoile de Vénus, l'étoile des bergers. Donc c'est la montagne de Vénus. Et la petite blague qui est tout à fait réelle, c'est qu'en fait, le livre m'a emmené à venir vivre près de cette montagne, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc dans cet ouvrage, l'île est un microcosmos, c'est un endroit dans lequel trois femmes sont ensemble et trois femmes vivent des perspectives complètement opposées ou contradictoires même ou différentes d'une même présence et d'une même circonstance. Voilà. Et donc je ne vais pas trop vous raconter parce que c'est bien de lire le livre pour pouvoir en parler. Donc je vous invite à le lire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement que cette entre guillemets polémique n'en soit pas, parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le livre,
et c'est pour ça que c'est devenu un roman, plusieurs personnes expérimentent la même chose de façon différente. Plusieurs personnes ont une perception de la même chose qui est complètement différente. Et donc, comment est-ce que ces personnes-là peuvent être à l'écoute? Comment est-ce que ces personnes-là peuvent ensemble comprendre qu'en fait, elles contribuent à créer une réalité qui va projeter dans ce monde nouveau. C'est un nouveau monde, hein, c'est-à-dire que c'est une des seules îles qui reste sur Terre dans cette histoire. Et comment est-ce que leur façon d'inviter la possibilité d'une synergie entre elles, ces trois femmes, dont une est enceinte, donne la possibilité de l'écoute et la possibilité de comprendre que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est en train de créer ensemble quelque chose, qu'on soit amis ou ennemis. Donc je prends au hasard, vous allez voir, bien sûr, le livre est assez audacieux quand même, je dois l'admettre. Voilà. Et donc la très belle couverture ici, hein, qui a été dessinée par Anne, et les éditions Le Souffle d'Or. À l'intérieur, les magnifiques illustrations sont de Pierre Delvincourt. Voilà, donc ça c'était, je vais vous le remontrer. Ça c'est le mudra de l'offrande du mandala. Donc c'est une pratique dans laquelle on offre tout l'univers aux êtres suprêmes et aux êtres moins suprêmes et aux êtres qu'on ne considère pas spécialement suprêmes et même à tous les êtres qu'on n'aime pas en fait. On leur offre tout l'univers, incluant notre propre être, notre propre corps, nos propres possessions. Et on va le répéter au moins 100 000 fois dans le cadre du bouddhisme tibétain. Donc une pratique qu'on appelle préliminaire et qui est très importante dans le cadre de l'île de Bi, parce que c'est ça qui fait l'île de Bi, c'est cette générosité profonde qui est possible chez l'être humain, qui fait partie intégrante de sa liberté, de devenir l'être sur Terre qui est capable en fait de les intégrer tous les êtres. Donc je lis un petit extrait que j'ai pris par hasard et que je vais commenter par la première pensée, meilleure pensée, c'est-à-dire la façon spontanée de me référer à cette histoire et à la possibilité de créer un dialogue entre nous par rapport à cette histoire. Alors, je me suis demandé, de quelle nature serait ma perception si je retournais mon corps comme un gant? Sa fille se met à glousser joyeusement en imaginant Ariabi dotée d'un énorme pénis. En revanche, Tria, très sérieuse, s'est accroupie, les mâchoires serrées et la tête posée sur ses mains. Son front se fend en de rides profondes, sa respiration accélère, elle transpire abondamment tout en buvant les paroles de la vieille ravie. Le corps se métamorphose par la répétition de la pensée. Pour danser, je sais comment devenir pierre, arbre, oiseau, félin, singe. Mais j'éprouve beaucoup de difficultés à me ressentir homme. Je voyais l'image d'un homme sans réussir à pénétrer à l'intérieur de sa forme. Un jour, quelque temps plus tard, alors que je marchais en pleine rue, une sensation étrange m'a prise sans prévenir, comme mon pantalon comprimait mon sexe proéminent. Voilà, donc ça, c'est déjà assez loin dans le livre, c'est déjà la page 181. Et c'est une conversation entre Ariabi, qu'on appelle la vieille ravie, donc c'est une dame de 84 ans et qui a été danseuse avant une époque de destruction massive qu'on appelle la grande calamité. Et donc avant, elle a été danseuse. Et elle raconte aux deux autres femmes sa vie, à partir plus ou moins de la moitié du récit, parce que la moitié du récit, c'est une espèce de mise en place de leur rapport qui ne consiste justement pas tellement à parler. Donc elle commence à parler assez tard dans le récit. Et là, elle raconte que quand elle était jeune, que pour comprendre l'homme et le masculin en elle, elle a
pratiquer une concentration à long terme, d'essayer de ressentir son propre corps comme ayant la forme de du corps d'un homme. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle dit, je peux me sentir comme une pierre ou je peux me sentir comme un arbre. Vous voyez, par exemple, j'ai un chat ici qui est en train de jouer avec moi. Il a trouvé que c'était intéressant de venir dans le film. Et donc, je vais le prendre, ça sera plus facile. Et voir s'il s'arrête un peu, s'il se tranquillise un peu peut-être. Voilà, je vous le présente. Je ne sais pas s'il a envie de se tranquilliser, c'est pas sûr. Hein. Voilà. Et donc, j'ai dansé à une époque l'arbre de vie, et donc cet arbre de vie, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à penser à qu'est-ce que c'est qu'un arbre en fait, comment est-ce que ça pousse, comment est-ce que les racines poussent, quelle est la taille des racines et ce miroir entre les racines et les branches. Donc avant d'aller chercher dans la symbologie de l'arbre de la vie, j'ai cherché vraiment qu'est-ce que c'était qu'un arbre, comment j'étais moi sur les arbres. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les arbres. Comment est-ce que je dessinais des arbres? Souvent, quand on est enfant, on dessine des arbres. Et donc, j'ai dansé petit à petit cet arbre qui devient concret physiquement, c'est-à-dire que c'est une croissance permanente qui passe même à travers la pierre. C'est comme ça qu'un arbre pourrait passer ici, à travers cette pierre, grâce à cette spirale qui perfore la matière par le temps, par la lenteur, sans cesse pénètre le temps des racines. Donc de l'arbre, elles arrivent à faire ça. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. En plus, c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et je ne dis pas que je me suis transformée en arbre, mais en tant que danseuse, je me suis rendue, je dirais, disponible à la forme de l'arbre. C'est une forme différente. Être une femme, c'est différent que d'être un arbre ou d'être un oiseau ou d'être un singe. Donc les animaux avec les enfants, j'ai beaucoup joué à danser des animaux, même danser un kangourou, des choses comme ça. Et alors quand je dis la répétition de la pensée, le corps se métamorphose par la répétition de la pensée. C'est-à-dire que quand on associe un geste à une façon d'être dans la pensée, parce qu'en fait quelque part, depuis que nous avons appris à parler, que nous sommes allés à l'école, nous sommes toujours plongés plus ou moins dans une tendance à penser et à formuler nos pensées. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il y a un discours qui accompagne le monde dans lequel on est. Et donc si, par exemple, on commence à comprendre ce processus personnel et à ne plus être victime du processus, c'est-à-dire quelque part enchaîné à sa façon de penser, qui serait une façon de penser qui est toujours la mienne, mais qu'on commence à comprendre qu'en fait, cette façon de penser, elle est inscrite dans une habitude et que ces habitudes, elles ont pour nature la possibilité d'être transformées. Si nous ne pouvions pas transformer nos habitudes, ce serait complètement impossible de faire un quelconque progrès ou une quelconque découverte. Et donc, à l'intérieur du geste, donc si par exemple je fais ce geste-ci et je fais ce geste-ci, il y a déjà la neutralité de ce geste, comment je peux me sentir avec ce geste. Mais éventuellement, peut-être si je le répète beaucoup de fois, je vais peut-être commencer à le rendre éventuellement ennuyeux ou éventuellement routinier ou éventuellement ça va devenir complètement un geste automatique. Donc comment est-ce que je peux, à chaque fois que je fais ce geste, à chaque fois je reviens à la première présence. Et je peux associer à ce geste un état. Donc ça peut être un état extrêmement bénéfique à moi-même et à tous les êtres, parce que c'est l'état de mon cœur, c'est comment mon cœur il est capable à ce moment-là de s'associer à un geste, et petit à petit à un autre geste, et petit à petit à un autre geste, et de petit à petit à un autre geste. Et bien sûr, comme j'ai deux mains, c'est aussi l'autre main aussi, parce que c'est pas pareil en fait. Vous allez voir, c'est pas pareil. Et puis éventuellement les deux mains, voilà, les deux. Donc j'associe avec le souffle, la présence, en même temps la non-pensée, et en même temps une structure, un climat, qui fait que petit à petit ce geste, il porte à l'intérieur de lui cet état-là. Et donc je peux
petit à petit, installer comme on installerait un ordinateur en moi, la possibilité que ce geste me ramène à une présence qui est extrêmement, comme je disais au début, innocente et en même temps bienfaisante, hein, parce qu'il s'agit aussi de la santé, c'est-à-dire que ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend en bonne santé en général, c'est justement quand on se sent plutôt bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le thé est bon, la bonté, ou qu'on dit que quelque chose est bon, ou quelqu'un est bon. Hein, c'est bon parce que justement ça fait du bien. Ça semble un peu bisounours, mais en fait non, c'est pas bisounours du tout, parce qu'en général, on peut rencontrer justement tout l'inverse jusqu'à arriver à ça. C'est-à-dire que quand on arrive à éplucher toutes les choses qui nous empêchent d'être simplement bons et de simplement inscrire cette bonté dans le geste, on va rencontrer l'inverse. Oui, on rencontre l'inverse. Donc ça c'est très important, mais ça c'est un processus. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Ariabi, quand elle est jeune? Elle prend la forme d'un homme. Et elle se rend compte, en prenant la forme d'un homme, d'abord elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas. Elle voit un homme projeté, mais elle n'est pas elle-même avec cette forme. Vous voyez, comme si je me concentrais pour prendre la forme d'un chat. Peut-être que petit à petit, je peux prendre la forme d'un chat, la voix d'un chat. Mais mon chat qui réagit quand je fais ça. Par exemple, j'ai essayé de prendre la forme d'un éléphant. Et je n'y arrivais pas, donc il y a quelques années. Hein, et ça a mis beaucoup de temps pour que de temps en temps je réussisse un peu à sentir qu'est-ce que c'est qu'un éléphant, comment un éléphant marche, comment il court, comment il boit. J'en ai déjà vu en Afrique. Hein, mais d'autres animaux c'était plus facile, ou d'autres ils ont apparu tout d'un coup quand je ne m'y attendais pas. Donc c'est très très important parce que nous les êtres humains on a accès à des mémoires conscientes qui sont à l'intérieur même de notre corps en fait, parce que notre corps a en soi l'information de la mémoire de tous les êtres, puisque on va prendre juste l'exemple simple de l'eau. C'est que je bois de l'eau, je fais pipi, mon sang est liquide, la lymphe est liquide, le système nerveux, le cerveau est dans l'eau. Et donc toute cette eau, toute cette flotte, elle a la mémoire inscrite de tous les lieux où elle a été, où elle va. Et comme elle rentre et elle sort, vous imaginez l'information qui est là. Bien sûr, je pense que l'information est bien au-delà, mais je pense que déjà, si on reste juste au niveau de mon corps, mon corps a l'information des souris, des fourmis, des chauves-souris, et l'information des choses qui me font peur, l'information des choses qui m'excitent, l'information des choses qui me séduisent, les êtres, les formes. Et la forme est le vide. Donc le vide n'est autre que la forme n'est autre que le vide. C'est-à-dire que la forme, elle va conditionner à un moment donné un état proportionnel à ce qu'elle propose. Et le vide, lui, il accueille toutes les formes. Et en fait, il prend forme, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui, je crois que c'est ça dont parle ce livre derrière toute la fantasmagorique de comment des femmes se retrouvent sur une île, comment il y a une circonstance catastrophique et comment il y a aussi le thème du viol de sa fille qui ramène au viol de Yeshitsogal au 8e siècle et aux poésies associées à ce viol qui sont dans le bouddhisme tibétain, qui sont des textes sacrés. Et cette possibilité de sentir en même temps, nous les êtres humains, en même temps la vacuité, qu'est-ce que c'est? C'est rien, mais c'est rien qui est tout en même temps, c'est-à-dire que tout est là. Et il faut énormément se détendre pour pouvoir accepter de se ressentir ça, parce qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas rester présente en tant que moi, dont j'ai l'habitude, quand je suis complètement disponible à l'infinitude de l'espace-temps. C'est-à-dire que quelque part, ce que j'appelle moi se dissout. Donc je pourrais éventuellement avoir peur, je pourrais éventuellement penser que c'est la mort. Mais en fait, c'est une pensée. Et je peux aussi me détendre.
Et quand je me détends, il ne se passe rien de spécial. Et en général, les gens, ils disent qu'ils s'ennuient. Parce que l'ennui, c'est l'obstacle intéressant qui fait qu'à un moment donné, on va choisir quelque chose qui nous empêche de sentir ça, alors que là, c'est là que se trouve la possibilité vraiment d'entendre, de s'entendre. Et en même temps, il y a une forme. En même temps, par exemple, une femme, elle a des seins qui potentiellement donnent du lait. Potentiellement, même s'il faut encore donner du lait, elle va donner du lait longtemps, puisque les nourrices, qui ont donné du lait aux enfants des autres, ou les animaux, les femelles mammifères qui donnent du lait à d'autres qui ont besoin, ça arrive dans la nature. Tout d'un coup, une femelle va donner du lait à un autre animal, parce que les circonstances étaient appropriées, elle avait du lait, l'autre animal était là, et elle avait la psychologie qui lui permettait de faire ça. Et le bébé, il avait la chance de rencontrer ce téton. Et la femme aussi, elle a un sexe qui rentre. C'est pour ça qu'elle dit retourner comme un gant. C'est-à-dire que l'homme, il a un sexe qui sort. Et donc, il sent autrement. Donc, ici, dans le livre, Ariabi ne prétend pas qu'elle sait tout là-dessus. Elle prétend simplement que ça l'a renversée, que l'expérience de se sentir, elle, sous une forme masculine, humaine, pendant quelques instants, parce qu'en fait, elle n'a pas senti ça très longtemps, ça a complètement bouleversé sa vie, son rapport aux hommes, concrètement, mais aussi sa sensibilité par rapport à ce qui, en elle-même, s'appelle le masculin, ou s'appelle autre chose. C'est simplement l'inversion de la forme. Et donc, dans ce livre, elle explique ça, et elle établit une conversation à ce sujet, qui va mettre très mal à l'aise Tria, qui est la femme de 54 ans, qui est une guerrière et qui a justement un énorme problème par rapport à son vécu de femme, qui a vraiment un problème aussi par rapport à la sensualité, et qui en même temps est une femme de grande valeur, une femme de grande intelligence, une femme d'efficacité extraordinaire. Et sa fille, qui elle est la fille donc de Tria, mais qui elle est née naturellement ravie. Donc elle n'est pas que ravissante, elle est ravie aussi. Donc elle a naturellement l'éveil en elle, elle le porte en elle. Et donc elle n'a pas la même façon d'entendre que sa maman. Et donc du coup, sa fille au début ne parle même pas d'ailleurs. Elle est muette au début du livre, elle ne parle plus depuis qu'elle a été violée. Voilà. Donc c'était une petite conversation au sujet de mon livre. Donc je vous rappelle, L'île de Bie ou La béance des sens, aux éditions Le Souffle d'Or. Je vous invite aussi à le commander, à le lire et à ce que nous puissions bavarder autour des thèmes que propose ce récit. Voilà, je vous embrasse. Mon petit chat, il se tient tranquille maintenant.